Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. L'inscription de l'obligation de motivation dans la FINALITE sociaux, politique de la justice. Parce que l'obligation de motivation, toujours considérée comme une garantie essentielle, apparaît dans notre monde bousculé, contesté et violent, de plus en plus importante et difficile, il convient de s'y attarder. De la prégnance de cette obligation rédactionnelle eu égard à la réalité de l'institution judiciaire, chapitre 1, découle l'impérieuse nécessité de sa parfaite adéquation à la finalité sociale de la justice. Toute modification sociopolitique impose de repenser l'obligation de motivation, chapitre 2. Chapitre 1. La motivation, obligation procédurale classique au service de la justice. L'introduction d'une obligation de motivation constitue l'aboutissement d'une lente émergence. Traduction scrupuleuse de la place et du rôle de la justice, section 1. Elle bénéficie dorénavant d'une protection symbolique et réelle, section 2, conforme à son importance. Section 1. Identification du lien entre la motivation et la justice. La justice recèle deux réalités distinctes. Une place institutionnelle résultant de la distribution et de la régulation des pouvoirs et une fonction sociale correspondant au rôle qui lui est dévolu. Or, la présentation et la rédaction des décisions de justice offrent un enseignement pertinent sur cette place et ce rôle. L'instauration ou la modification de ces règles procédurales obéissent à des impératifs politiques. Elles révèlent ainsi un lien certain entre les entités politiques gouvernantes et la place ou le rôle de la justice soumise à ses obligations procédurales. À ce titre, la motivation, modalité rédactionnelle des jugements, en est une illustration parfaite. Le XIIIe siècle voit émerger de manière éparse des motifs. Dans des jugements, en dehors de toute exigence de droit préexistante. L'introduction de motifs dans la décision obéit à l'opportunité, appréciée par le juge, d'ajouter des considérations ayant fondé sa décision. L'absence légale de motivation et la majorité de décisions sans motif sont la manifestation d'une justice rendue par des cours indépendantes. Leurs décisions ne sauraient alors contenir des motifs, justification inutile d'une décision souveraine. Se dessine ici la place de la justice. Sans qu'une question spécifique d'organisation des pouvoirs existe puisque ces derniers procèdent de l'émanation divine et royale, les différentes cours de justice s'approprient une exclusivité les unes par rapport aux autres. La place de la justice n'est pas l'objet de questionnements particuliers. Néanmoins, de la souveraineté des cours découlent des pratiques judiciaires distinctes, dont la motivation des décisions est un exemple. Déjà un lien entre la justice et la présentation de ces décisions se presse. De la même manière, le rôle de la justice ne fait aucunement l'objet d'attention particulière. Le contenu de la motivation est encore révélateur. Elle témoigne de la prédominance de la preuve au détriment du raisonnement juridique au sein de la justice à cette époque. La justice n'est que la mise en œuvre d'un système de preuves. Les motifs ne sont pas la transcription d'une pensée juridique rationnelle et organisée, mais la constatation de l'existence d'un fait prouvé. Leur exposé correspond ici aux preuves retenues par le juge, sans autre raisonnement autour de ces preuves. Ils sont la traduction d'une sélection opérée par le juge, sans marque d'une hiérarchisation. La motivation se limite donc ici à une affirmation factuelle, et non à une argumentation de droit. Il serait d'ailleurs bien difficile de mener un raisonnement juridique pointilleux, tant les règles de droit sont fluctuantes et méconnues. Aucune publication méthodique, régulière et référentielle de la loi n'existe, les jugements en sont alors logiquement dépourvus. La décision s'articule autour des pièces apportées par les litigants, avec parfois la preuve fragmentaire d'une coutume, mais elle ne saurait avoir une valeur supérieure par rapport aux autres preuves. D'ores et déjà, émerge une corrélation entre les motifs à énoncer dans la décision et la finalité de cette dernière. Ils ne sont que l'expression exacte de cet état judiciaire. Le juge choisit entre des preuves qui lui sont apportées par les parties, dans un système où la règle juridique est instable. La motivation des décisions est un indicateur du rôle de la justice institutionnelle. La suite de l'aperçu historique renforce encore le triptyque motivation, place et rôle de la justice. Si
Si le XIIIe siècle permet l'émergence disparate de motivations reposant sur le fait, son abandon est proclamé dès le XIVe siècle. L'absence de motif dans la décision ne dépend plus de l'appréciation du juge, mais découle d'une prescription prétorienne de rédiger les décisions sans y inclure une quelconque cause de la solution retenue. Proclamée dans un manuel pratique d'un magistrat du Parlement de Paris, cette règle bénéficie de l'influence juridique et politique de ce dernier. Elle conduit à l'exclusion définitive des motifs dans une décision de justice. S'agissant d'une mesure judiciaire d'ordre intérieur, elle s'accommode des changements d'organisation de la justice. Or, cette volonté d'exclusion correspond à des raisons politiques et juridiques. Au-delà du contenu de ces raisons, c'est déjà souligné l'inscription de la motivation dans un rapport institutionnel où politique et justice se confrontent. Qu'il en ressorte une complémentarité ou une concurrence de ces institutions, la motivation en subit les conséquences. Du caractère absolu de la justice à cette époque, découle l'absence de motivation. Le jugement sans motif, né au XIVe siècle, au moment où le pouvoir royal s'affermissait et se définissait, avait été un corollaire de cette définition. Ceci prouve le lien intrinsèque entre la place de la justice et l'obligation ou non de motiver ses décisions. Une autre précision atteste à nouveau de cette articulation, mais ici avec le rôle de la justice. L'exclusion radicale de la motivation par l'Ancien Régime s'explique aussi par l'inexistence de considérations relatives à la compréhension par les parties de la décision rendue. Si chacune des parties peut s'expliquer la solution par le renvoi implicite par le jugement aux qualités, c'est-à-dire aux conclusions des avocats, de potentiels destinataires plus éloignés sont occultés. L'absence d'interrogation relative à l'élaboration d'une jurisprudence éloigne tout questionnement autour des motifs d'un jugement. Aucune finalité propre des motifs ne semble encore se dessiner. Ni la compréhension par les parties ou un cercle plus large de destinataires, ni la naissance d'une jurisprudence, ni la résistance face à un pouvoir royal fort ne sont abordés. Une telle réflexion, au contraire, aurait dû susciter un approfondissement du sens, la motivation des décisions. Mais en dehors de ce silence autour d'une finalité spéciale des motifs, force est de constater l'imprégnation de la motivation par la définition politique de l'institution judiciaire. Cet instrument procédural traduit la fonction dévolue à la justice par le politique. L'absence de rôle spécifique de la justice, au-delà de celui ancestral et arbitral, et une motivation lapidaire dans le même temps sont une preuve supplémentaire de l'inscription de la motivation dans le rôle et la place assignée à la justice institutionnelle. La justice fait l'objet de questions renouvelées à compter des XVIe et XVIIe siècles. Or, la motivation suscite un regain d'intérêt concomitant, sous l'effet de ces débats, autour notamment de la place institutionnelle de la justice. En effet, la question de la motivation est approfondie au XVIIe siècle, du fait de l'influence des contestations contre d'autres points procéduraux. La procédure concernant les affaires criminelles est dénoncée avec virulence. L'ordonnance royale de 1670, qui reprend largement les solutions énoncées dans l'ordonnance de Villers-Cotterêts, subit les assauts des premières revendications d'une transparence de l'instruction et de la sanction prononcée. Si le secret est l'aspect le plus violemment contesté, l'absence de motivation bénéficie de cette remise en cause. Alors que cet impact n'était pas certain, le rejet du silence de la procédure a incité à retenir une exigence de motivation. Malgré la consultation possible de mémoires justificatifs rédigés par les avocats, l'absence de compréhension des solutions rendues se trouve décriée. La mention pour les cas résultant du procès, précédant la sanction criminelle, constitue l'unique motif. La situation est inique. Plus encore qu'en matière civile, les affaires criminelles ne s'accompagnent d'aucune explication. La généralité et l'opacité de cette expression ne pourront satisfaire les exigences révolutionnaires. Mais avant cette modification révolutionnaire, la motivation témoigne encore du rôle de la justice. Cette preuve est plus flagrante encore eu égard à la place de la justice. Un des édits royaux du 8 mai 1788 imposant une motivation des décisions de justice ne suffit à diminuer les doléances démocratiques. Néanmoins, il est l'ultime preuve du lien qui existe entre la motivation et la place de la justice. Introduite face à la fronde des parlements contre les édits royaux, servant à une éventuelle cassation par le roi des arrêts rendus par ceux-ci,
La motivation constitue l'instrument du pouvoir royal pour tenter de soumettre les instances séditieuses. Mais ce dernier ne trouve pas à s'appliquer. Sa concomitance avec la Révolution aura raison de son entrée en vigueur. À la proclamation de la Déclaration universelle des droits de l'homme succombe cette justice criminelle secrète. Même si aucun des penseurs révolutionnaires ne s'attarde directement sur la motivation des décisions de justice, cette dernière va trouver son fondement logique dans l'avènement de la séparation des pouvoirs et la lutte contre l'arbitraire. L'importance de la protection politique et philosophique de l'individu commande de subordonner les autorités détentrices des pouvoirs régaliens à un contrôle. La redéfinition de l'organisation politique par les idéaux révolutionnaires implique de repenser la distribution des pouvoirs régaliens. L'émanation de la souveraineté populaire dans le Parlement impose d'attacher une autorité particulière à cette entité, qu'un autre pouvoir institué ne saurait remettre en cause. Cette affirmation conduit à deux conséquences intimement liées. D'une part, ne peut être que juste une norme qui a été définie par la représentation populaire, et qui a pour unique objet de mettre en œuvre l'égalité proclamée par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette force conduit à la reconnaissance d'une exclusive légitimité de la loi, pour définir le juste égalitaire. S'esquisse le légicentrisme démocratique. La loi tient une place hégémonique puisqu'elle est l'expression de la volonté générale, et l'unique garante de l'égalité entre les citoyens. Elle apparaît donc comme le pivot des objectifs révolutionnaires. Pivot symbolique en ce qu'elle est le fruit de la représentation populaire, et pivot technique en ce qu'elle crée une norme, instrument de régulation sociale. Sa suprématie résulte donc de ce double aspect qualitatif. Instrument représentatif et instrument normatif. D'autre part, ce monopole impose de nier toute prérogative concurrente à une autre institution étatique. À cet égard, le juge est réduit à un rôle de bouche de la loi. Il n'est institué que pour appliquer scrupuleusement la norme légale dans un strict respect de sa lettre. La rigoureuse application de la loi par le juge sans une interprétation et une adaptation factuelle permet la réalisation de l'égalité parfaite. Cette dernière s'entend en définitive de l'interchangeabilité des litigants. La loi ne saurait présenter des vicissitudes auxquelles le juge est contraint de remédier grâce à une quelconque interprétation. La perfection révolutionnaire de la norme législative exclut logiquement toute autre place pour le juge que celle d'arbitre. Il n'est qu'un tiers, instrument judiciaire auquel l'individu recourt pour trancher une contestation l'opposant à un autre au moyen de la règle de droit. Dire le droit se résume alors à une réitération juridictionnelle de la norme légale. Le juge ne saurait valablement s'arroger des pouvoirs concurrents à ceux de la loi. De plus, le raisonnement du juge par un syllogisme est l'assurance ultime du respect de cette égalité légale. Le syllogisme juridique, dont la motivation constitue la retranscription, est l'instrument rationnel pour tenter de parvenir au modèle idyllique. Il recèle cette idéale application d'une norme parfaite à un cas d'espèce. La majeure, choix de la règle applicable, ne pose aucune difficulté, la généralité de la loi dépassant les particularismes factuels. La mineure s'entend des faits de l'espèce qui eux-mêmes sont clairs. La conclusion n'est alors que l'application systématique de la norme choisie à la réalité. La qualité de la solution ainsi dégagée n'est que le pendant de l'excellence légale. Les motifs, servant toujours la place institutionnelle de la justice ainsi que sa finalité sociale, ne sont que l'instrument de cette lutte contre l'arbitraire judiciaire dont la démocratie ne saurait admettre la résurgence. La restriction de leur contenu est à l'image de ce rôle limité alors dévolu à la justice. Introduite par la loi des 17 au 24 août 1790, la motivation apparaît alors comme l'instrument idéal pour soumettre la justice aux entités gouvernantes. Une fois encore, la motivation révèle la place et le rôle de la justice dans la société. Cet enseignement est d'autant plus certain que l'article 15 du titre V de la loi du 17 au 24 août 1790 prévoit une motivation des décisions pour combler des carences législatives. Nécessairement minime et minoritaire puisque la perfection légale est de principe, elle suppose néanmoins un pouvoir de correction, même restreint du juge. La finalité de la motivation se trace progressivement. Si la lutte contre l'arbitraire par la soumission à un contrôle hiérarchique des décisions
n'est pas encore la finalité hégémonique de cette obligation légale, déjà se presse une telle solution. En effet, l'introduction de la motivation se fait dans le même temps où la question cruciale de la place de la justice dans la société se résout. La méfiance à l'égard de cette dernière est paroxystique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.